Bonjour à tous, c'est Mans. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de passer 1 heure avec 4 charmantes personnes. Charmantes, tout du moins en apparence, parce qu'en creusant un petit peu, on va s'apercevoir que Marie, Damien, Nicolas et Benjamin sont les auteurs, concepteurs et illustrateurs du jeu Les Chants de Tyndalos, un jeu de rôle d'horreur inspiré de la mythologie de Lovecraft. Autant dire qu'on ne va pas parler recettes de cuisine, ou alors fricassé de cerveau, humain bien sûr. Marie, Damien, Nicolas, Benjamin, eh bien bonjour à tous les quatre, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Salut! Donc on va passer à peu près une grosse heure ensemble dans l'objectif de parler des chants de Tyndalos, ce prochain jeu de rôle horrifique, on peut dire, je pense, d'inspiration Lovecraftienne. Est-ce que vous pouvez chacun, en quelques mots, vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes dans la vraie vie, quelle est votre pratique du jeu de rôle et puis votre rôle dans la création des chants de Tyndalos? Donc avec Nicolas et Marie, on fait partie des créateurs et scénaristes du jeu. On s'est confinés ensemble en fait en 2020 et c'est à partir de là en fait qu'on a voulu faire une grande campagne de jeux de rôle et ça a débouché sur effectivement une grande campagne de jeux de rôle mais également un système de jeu nouveau, un jeu nouveau et puis on est là 4 ans plus tard en train de sortir voilà en train de sortir un jeu, ses scénarios, un système de jeu tout neuf. Donc voilà pour les origines. Marie, tu confirmes, donc confinés ensemble, et toi tu es rôliste aussi à la base? Oui, alors un peu plus récemment que les garçons, parce que ça ne fait que 10 ans que je fais du jeu de rôle. Et oui, on avait l'habitude déjà de jouer de longues campagnes ensemble. Et c'était surtout Nicolas et Damien à l'époque qui créaient ensemble des scénars et qui les co-masterisaient. Et en fait, pendant le confinement, c'est là qu'on s'est dit, mais on va créer une campagne d'une semaine, en fait. Et ça nous a beaucoup amusé sur le coup de faire ça. Ça nous a beaucoup amusé de le faire partager à nos potes. Et en fait, ce sont nos potes qui nous ont dit, mais attendez, c'est grand, ce serait bien de le refaire, de le retravailler, etc. Et donc, ouais, on s'est un peu engouffré là-dedans comme ça. C'était pas forcément, c'était pas forcément à la base l'intention, et puis c'est devenu ça. Bien sûr, bah, en tout cas c'est génial. Nicolas, Marie nous dit que ça fait seulement 10 ans qu'elle est rôliste, qu'elle est jeune rôliste. A priori, vu ta tête, toi tu es rôliste depuis beaucoup plus longtemps. Euh, ouais, malheureusement, les années ont passé. Moi, je suis rôliste d'un peu avant le bug de l'an 2000, donc j'ai pas envie de faire les calculs parce que ça me traumatise. Et effectivement, ouais, bah, je suis aussi auteur. J'ai beaucoup joué dans ma jeunesse. Avec Damien très tôt au collège, avec d'autres qui sont proches de l'équipe aussi. Et c'est vrai, moi je rejoins ce que dit Marie, en tout cas c'est vrai qu'au début pour nous c'était on va raconter une grande histoire, et c'est vrai que c'est les joueurs, ce sont les joueurs qui nous ont poussés à continuer, en voulant aussi s'impliquer à leur manière dedans. Je pense par exemple à Stéphane. Tu vois, au début, en fait, on joue chez Marie, chez Marie et moi. Et on a une dépendance. Et en fait, Stéphane, après la première campagne, il a fait non, mais parce que lui, il fait de la domotique, tout ça, c'est son truc, les ampoules connectées, l'électricité, la magie. Il nous a fait ouais, mais là on pourrait faire un truc, tu vois, avec des ampoules qui enverraient des éclairs derrière quand vous parlez, ça rendrait super bien. Et puis avec Gwendoline, ils ont développé une solution technique pour synchroniser la musique, tu vois, et la lumière. Et il y a eu ce truc d'effet d'entraînement où nous, on voulait écrire la suite de la campagne sur un mode assez traditionnel où vas-y, on va continuer l'histoire. Et puis, eh ben non, on va recommencer la campagne et on va l'améliorer. Et du coup, on a fait la deuxième édition et c'est là qu'on a rencontré Benjamin. Justement, Enfin, c'est pas là qu'on l'a Benjamin. rencontré, mais Oui, moi j'ai rejoint le projet en tant que joueur.
J'ai fait la grande campagne d'une semaine. C'était une sacrée aventure et ça m'a énormément plu. Et parallèlement à ça, ouais, je dessine pas mal. J'ai toujours voulu faire ça. C'était pas ma formation initiale à la base. J'étais chercheur en biochimie théorique. Je faisais des simulations de chimie sur ordinateur. Et le jeu des contrats à durée déterminée fait que j'avais du temps, de la motivation et voilà, je me suis retrouvé emporté par le projet. Ok, et donc ce jeu est un jeu de rôle d'horreur horrifique, et donc il est inspiré de l'œuvre de Lovecraft, comme je le disais. Qui est le plus fan de Lovecraft parmi vous? Waouh! Je suis pas sûre qu'on puisse répondre. Ça va être un concours à mort, je sais pas. Bon, en tout cas, vous avez tous, j'imagine, dépouillé pas mal le mythe et tous les autres auteurs qui ont gravité autour. On lit pas mal, ouais. Oui, oui, le mythe, Lovecraft, tout ce qui gravit autour, mais pas seulement en fait, mais pas seulement parce que, bah, alors moi dans la vraie vie, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait que Benjamin qui avait répondu à la question que tu posais, à savoir que faites-vous dans la vraie vie? Donc moi dans la vraie vie, je suis prof de français, ce qui fait que c'est mon métier de lire beaucoup et d'essayer de faire lire beaucoup. Et non, Lovecraft évidemment, mais pas que, parce que, bah, par exemple, moi, à titre personnel, je puise pas mal dans Guy de Maupassant parce que les nouvelles fantastiques, il y a une dimension tout aussi terrifiante que dans Lovecraft, avec, bah, pas avec cette dimension occulte et cette dimension. Bah, les grands anciens sont là, ils sont là, c'est certain, et on le découvre à la fin de l'histoire et on les voit presque, mais pas tout à fait. Mais chez Maupassant, tu retrouves un peu ça quand même avec cette perpétuelle interrogation et si c'était vrai? Et voilà, donc ça, on pioche un peu partout les moteurs de ce qui nous fait peur et de ce sur quoi on va faire peur aux gens. Même si bah, le lore de notre jeu de rôle, on en parlera plus longuement tout à l'heure, j'imagine. C'est du Lovecraft, hein. C'est du Lovecraft revisité, réinventé, approprié. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas l'unique source d'inspiration. On pioche un peu partout, quoi. Bien sûr, et donc en termes d'inspiration, Damien, par exemple, qu'est-ce qui, toi, alors ça peut être effectivement dans la littérature, mais aussi, pourquoi pas, le cinéma ou autre chose, qu'est-ce qui dans le domaine de l'horreur en tout cas, que tu as en particulier à l'esprit et t'inspire de, de belles choses? Non, mais alors déjà pour dire que j'ai été, comme les autres, je pense, foudroyé par Lovecraft quand je l'ai découvert au collège, je crois. Oui, si, si, c'est ça. C'était dans une petite anthologie de littérature fantastique. Je place une dédicace à Madame Cartier, ma professeure de quatrième, grâce à qui j'ai lu ma première nouvelle de Lovecraft. Et j'ai été immédiatement saisi. Et c'est marrant ce que disait Marie, parce qu'il y avait aussi une petite nouvelle horrifique de Maupassant. Et j'ai trouvé là 2 mètres et j'ai été en partie converti à la littérature à ce moment-là. Après, il y a tout un tas d'influences qui se sont entrecroisées dans le domaine de la littérature, mais évidemment, mais pas seulement. Très tôt, il y a eu Shining, il y a eu des musiques. Je me souviens, c'est peut-être assez cheesy, mais le thème de X-Files, j'en faisais pas des cauchemars, mais des rêves toutes les nuits. Pour moi, il était intimement associé au jeu de rôle et il participait à la construction d'un mythe collectif autour de Lovecraft. Puis après, il y a eu des influences beaucoup plus tardives. Je pense par exemple au Grand Dieu Pan d'Arthur Machen que j'ai lu beaucoup plus tardivement. Mais je sais pas, ouais, voilà, ouais, non, non, mais Lovecraft a été vraiment une influence hyper déterminante très tôt dans ma vie, qui a fait que bah, les jeux de rôle Lovecraftiens ont assez vite remplacé tout le reste, quoi. À ce point-là, ok. Et toi, Benjamin, tes sources d'inspiration dans le Alors, domaine de l'horreur, un petit peu partout, comme Damien. oui, forcément, ben, c'est quasi inévitable quand on parle d'inspiration graphique pour l'horreur. Euh, non, je citerai Junji Ito, qui est un grand dessinateur de manga
horrifique, qui est probablement la meilleure chose qui se fait en horreur en BD, en tout cas à mon goût. Benziski, qui est un grand peintre de fantastique et du fantastique un peu horrifique aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les peintures noires de Goya. J'ai eu Ah la ouais. chance d'aller les voir en vrai à Madrid et c'est vraiment un choc esthétique. C'est, euh, J'aimerais avoir cette force dans mes dessins. Ok. Nicolas, on parle donc des chiens de Tindalos. Alors, moi, je connais très bien, enfin, pas intimement, mais les chiens de Tindalos. Donc, ces créatures qui peuvent se déplacer à travers l'espace et le temps. On retrouve chez Lovecraft dans une nouvelle, ça doit être celui qui chuchotait dans les ténèbres. Euh, C'est Belknap Long. En fait, c'est pas une œuvre de Lovecraft. C'est pas une création de à Lovecraft, la les chiens de base, exact, Tindalos. oui. Ouais. Ouais, Et, vas-y. et alors effectivement, nous, enfin, il y a plein de raisons qui ont fait qu'on a choisi ce nom. Merci Benjamin. Mais en fait, c'est vrai que nous, c'est un truc qui nous parlait pas mal. Le côté œuvre collective autour de Lovecraft. Tu vois, en termes d'influence, moi j'adore le cinéma de Carpenter. Et en fait, tu as cette espèce de fond commun qui vient de Lovecraft. Je pense à la trilogie de l'Apocalypse qui m'a vraiment beaucoup marqué. Plus tardivement, enfin, c'est pas mes premières découvertes horrifiques, mais ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est Prince of Darkness, The Thing et In the Mouth of Madness qui forment un trio. Et tu vois, il y a ce truc, en fait, collectif avec Tindalos. Lovecraft, il va utiliser le terme de Tindalos aussi. Et c'est vrai que bah, nous, il y a un peu de ça. Déjà, tu vois, on est une sorte de dragon à trois têtes pour la première création. Donc déjà, on était trois pour écrire la première campagne. Et ensuite, il y a eu des nouvelles têtes qui sont apparues. Et il y a ce côté influence croisée, euh, travail d'écriture collective, de cauchemar collectif. On se réapproprie les trucs. Bon, je vais répondre à la question aussi comme Marie et Benjamin, Damien ayant sournoisement évité. Je suis aussi prof de français à côté, donc moi aussi je suis dans les bouquins et j'essaye tant bien que mal de partager ce vice avec le plus grand nombre. Mm. Tu as d'ailleurs fait étudier Lovecraft à tes élèves cette année. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, il y a Lovecraft et il y a aussi ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Pour nous, Lovecraft, c'est vrai que c'est un tournant important dans l'imaginaire. Mais bon, avant, tu vois, il y a Poe. Bon, évidemment, Maupassant, mais moi, j'aime bien aussi des auteurs un peu, tu vois, pas forcément, on va dire tout ce qui va être fin de siècle, 19e français, tu as d'autres trucs comme Maupassant, où il y a des trucs dedans je pense par exemple, à une toute petite pièce de théâtre qui s'appelle L'araignée de cristal, écrite par Rachilde, où c'est un type qui a peur des miroirs, en fait, et il développe sa peur des miroirs avec cette idée que le miroir, il révèle des choses sur la réalité. Et ben voilà, tu vois, c'est 4 pages, mais ces 4 pages, elles m'ont beaucoup marqué. Et puis après, derrière, en fait, il y a aussi on va dire, dans le grand bagage, des littératures de l'imaginaire qui sont pas spécifiquement horrifiques, mais alors moi, là, c'est plus personnel, mais qui m'ont profondément marqué. Je pense au Prince d'Ambre et au cycle de magie pour deux choses, pour le côté en fait multiplicité des mondes, tu vois, dans Ambre avec ces différents mondes entre lesquels on peut voyager, créer, et, et dans Magipour, il y a cet aspect, une planète qui est complètement développée. J'avais été très marqué, j'avais lu ça, je sais plus, c'était je sais plus où je l'avais lu, quoi, mais qu'il y avait des fans de Magipour qui avaient écrit des petits ouvrages sur la biologie de la planète qui dépeignaient les plantes, etc. Et je trouvais ça absolument génial. Et puis, il y a l'importance des rêves aussi dans Magipour avec cette dynastie qui utilise les rêves pour châtier les criminels.
et les cauchemars pour châtier les criminels. Et voilà. Et donc, en fait, pour moi, donc, Tindalos, il y a ce côté collectif, le côté chant au pluriel, il y a un petit clin d'œil au chant de Maldoror, Mm. de Lautréamont, qui est une œuvre poétique délirante qui, en tout cas, moi, me plaît beaucoup et je crois que c'est un goût qui est partagé par un certain nombre des membres de l'équipe. Et le côté voilà, choral. Tu vois, on voulait faire une horreur chorale. Eh bien, justement, on a évoqué donc un petit peu ces inspirations, le côté choral et le côté multi-source, méli-mélo, melting pot de différentes sources d'inspiration. Qu'est-ce que, pour des gens qui connaissent un petit peu le mythe de Cthulhu, qu'est-ce que les chants de Tyndalos reprend? Donc j'imagine qu'on est effectivement dans une espèce d'horreur cosmique, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'humanité même. Dans quel univers on est plongé dans les chants de Tyndalos? Alors, on ne révélera pas l'entièreté de ce qui existe. Non, bah alors nous, on s'est classiquement installé dans les années 1920 pour différentes raisons, notamment parce que c'est la période où la plupart quand même des fans de Lovecraft se retrouvent. Et c'est une période qui nous plaît beaucoup parce elle est suffisamment lointaine pour que tu aies un petit peu cette espèce de parfum exotique de passé qui peut comme ça avoir enfin, se nimber un peu de mystère. Et en même temps, c'est suffisamment proche pour que les enjeux soient complètement d'actualité en fait. C'est l'époque où il y a les débuts, enfin il y a le téléphone, il y a l'automobile, il y a la technologie qui commence à la fois régler enfin rendre beaucoup plus confortable et beaucoup plus pratique la vie, et en même temps qui pose des questions. Les voitures, il y a pas aux États-Unis, les voitures, il n'y a pas de code de la route, donc il y a beaucoup d'accidents. Les gens ont peur, du coup les gens sont effrayés parfois par le progrès, comme Lovecraft l'était énormément en fait, hein, et du coup, tu as t'as cette espèce de mélange de références historiques et de proximité des enjeux quand même avec notre époque qui nous amusait beaucoup. Donc on s'est installé dans les années 20. On s'est installé dans une petite ville qui historiquement existe, la petite ville de Bath dans l'état du Maine, comté de Sagadahoc. Elle existe historiquement, mais alors on l'a un petit peu modifiée pour en faire ce qu'on voulait. On a multiplié sa population par 3, si je dis pas de bêtises. Et alors, bah, ce qui y vit. Les gens ne savent pas trop. Les gens sont un petit peu étonnés on va dire, du taux de criminalité qu'il y a dans cette ville. On s'était amusé à faire des calculs et on était un petit peu, on était un petit peu horrifiés parce qu'on voyait qu'on dépassait de loin les taux de criminalité des villes les plus dangereuses du vrai monde, quoi. Mais bon, ça a des explications, hein, ça a des explications, donc pas de problème. Et puis, bah, les religions sont très très présentes, évidemment, puisqu'on est dans les années 20 et qu'on est réaliste. Euh, Religions qui parfois peuvent un petit peu coexister, parfois peuvent un petit peu se faire des mélanges un peu syncrétiques. Et puis voilà, il y a des disparitions, il y a une police plus ou moins compétente, plus ou moins complaisante, euh, plus ou moins au fait de ce qui se passe réellement. Et ben, il y a des gens qui savent ce qui se passe à Baf, du moins en partie, mais ils le cachent. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu, en fait. C'est que quand on commence la grande campagne, bah là, on a repris le schéma classique des nouvelles de Cthulhu, en fait, hein. Quand tu commences l'aventure, tu es quelqu'un d'à peu près rationaliste. Ça dépend en fonction, évidemment, des backgrounds des personnages, mais globalement, tu es quelqu'un de relativement rationaliste. Éventuellement, tu es croyant, mais de manière classique, quoi, protestant ou catholique ou juif, voilà, que sais-je. Et tu commences ton enquête, tu commences à découvrir, et puis progressivement, tu commences à avoir des indices de choses un petit peu étranges, et progressivement, tout doucement, le voile se soulève. Et là-dessus, ben voilà, là, on est assez fidèle pour le coup à l'esprit de Lovecraft, c'est que on essaye de faire durer le doute un petit peu longtemps
Mais comme comme dans les autres références qu'on a évoquées tout à l'heure, comme dans Edgar Poe, comme dans Maupassant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moment un petit peu où tu sais pas trop, où oui, tu commences à te douter qu'il y a des créatures surnaturelles assez atroces, mais en même temps, t'en es pas sûr. En même temps, on explore aussi l'aspect terrifiant que peut avoir juste l'humanité. Mhm. On a des mouvements politiques radicaux assez affreux à BAF qui parfois vont terrifier les joueurs presque autant que les menaces occultes. Donc voilà, c'est ce avec quoi on s'amuse à jouer en fait. Et alors, les révélations cosmiques arrivent plutôt vers la fin. Et qu'est-ce qu'on a le droit d'en dire? Je voulais juste compléter ce que dit Marie. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé confronté à un problème qui est que l'horreur Lovecraftienne, elle se fonde sur l'indicible et sur le fait que bah, disons, les personnages de Lovecraft découvrent une réalité qui les dépasse complètement et qui déborde le cadre scientifique, disons, borné et routinier qu'ils connaissent habituellement. Sauf que, bah, on s'est rendu compte que nos joueurs, je sais pas, on fait une voix comme ça et on décrit un personnage avec un goitre, ils disent, ah, profond, c'est bon, il y a des profonds. S'il y a des profonds, il y a Dagon. S'il y a Dagon, il y a Cthulhu. Ok, donc il va falloir, etc., etc., etc. Mhm. Et donc, en fait, il y a une espèce de... on s'est trouvé un peu embêté parce qu'on était face à des joueurs qui, en tant qu'experts, étaient capables d'identifier le type très particulier d'horreur, alors même qu'on essayait de faire de l'indicible. Donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est explorer le mythe et le revisiter. Voilà. J'ajoute juste une dernière chose, c'est que on parlait des influences tout à l'heure. Tu vois, chez nous, se sont croisées les influences. Et Marie, tu parlais des années 20, sont croisés bah, Lovecraft, mais également Scorsese, par exemple, qui a joué un grand rôle bah, dans notre imaginaire, également dans la façon dont on construit les scénarios. Et on essaye à chaque fois de faire bah, de l'horreur, mais aussi de l'étrange, mais aussi du policier. Je pense aussi à Twin Peaks. Enfin, Twin Peaks, pour moi, ça a été aussi important que Lovecraft, en fait, quoi. Et La caravane de Scorsese... l'étrange. Ouais, Carnival, la caravane de l'étrange. Hyper important pour nous. Et donc, on a essayé de se situer aux confluences de tout ça. Et la synthèse Lovecraftienne qu'on fait, bah, quelque part, Lovecraft, il nous laisse la faire, parce que lui-même, il reste indéterminé. Et donc, on a voulu sortir de ce truc où les joueurs étaient immédiatement capables d'identifier la nature de la menace occulte, parce qu'en fait, l'appel de Cthulhu l'a déterminé, tout le monde a beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, et donc, ils sont capables, et donc, tout le monde est capable de reconnaître, ah, un chien de Tindalos, ah, un profond, etc., etc., etc. Nicolas. Ouais, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que dans notre rapport aux créatures occultes, évidemment, on peut pas trop en révéler. Je pense on va donner un exemple parce qu'il est assez parlant. On va vous parler enfin, Benjamin va vous parler des Shoggoths. Si tu veux bien. Oh, je t'en prie. Et en fait, non, mais en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir un rapport. Il y a du surnaturel, en tout cas, des choses qui sont perçues comme surnaturelles par les personnages et les êtres humains. Mais ça, c'est un truc quand même auquel on est assez attaché. C'est qu'il y a une dimension matérialiste à tout ça. On essaie de donner en fait des explications. Elles sont pas scientifiques, elles sont pseudo-scientifiques parce qu'on sort de la réalité, mais c'est de ce domaine-là en fait. On va un peu du côté de la science-fiction et on s'éloigne un peu du côté comment dire, ferme ta gueule, c'est magique. Voilà, on essaye en tout cas d'avoir des principes qu'on applique de façon régulière pour pouvoir construire nos histoires. On joue effectivement en 1920 à BAF dans le main la plupart du temps, mais notre jeu n'est pas fermé là-dessus. C'est juste qu'en fait, on a constitué la ville, on a constitué les secrets de la ville, on a constitué le lore, mais on peut tout à fait jouer au champ de Tindalos, au Mont Saint-Michel en 1700. C'est pas un problème. Les créations occultes, on a l'histoire de l'humanité, la création de l'humanité, on peut remonter à des temps immémoriaux, on a Oui, d'ailleurs, on a joué à l'âge du bronze, on a joué pendant la préhistoire, on a joué dans l'Antiquité, quoi.
C'est tout à fait possible. Et donc, comme on a un ancien chercheur en biologie, je sais pas quoi, il s'amuse à créer des choses. Je peux prendre les devants et t'explique comment Eh bien, t'as... oui. Ouais. S'il te plaît. Ok. Donc les Shoggoths, c'est des espèces de monstres protéiformes chez Lovecraft. Nous, on a une espèce particulièrement intelligente qui fait de la bio-ingénierie. Elle a créé de nombreuses choses, les dinosaures par exemple, enfin bref. On va pas rentrer dans les détails de l'ensemble des créations de ces créatures, mais ils ont créé énormément de choses. Et donc pour faire des créations, ils ont besoin de mutations. Et donc ils ont un pétri. En fait, qui va générer des mutations. Ces trucs-là, c'est ce qui va devenir les Shoggoths. En fait, cette espèce s'est éteinte et le pétri a continué à muter, quoi. Et, voilà. Pour nous, les Shoggoths, c'est ça. C'est des trucs qui se sont évadés. On a l'histoire des Shoggoths, comment ils ont acquis conscience à un moment, puis cette conscience s'est rediluée. Et donc, on a travaillé avec Benjamin. Je ne sais pas si tu te rappelles des Shoggoths de poule. Oui. Par exemple, si tu veux bien. Oui, comme j'ai fait des études en biologie, j'ai essayé d'avoir quelque chose qui est un peu cohérent du point de vue génétique, de réfléchir un peu aux mécanismes qui pouvaient être en jeu pour avoir quelque chose qui pouvait absorber du code génétique, l'exprimer de différentes façons et pouvoir revenir à son état primordial. Donc voilà, on a fait un mécanisme qui est on a mis en place tout un mécanisme un peu complexe pour ça. C'est probablement plus que ce que verront la plupart des joueurs, mais ça donne une densité à l'univers qui est agréable, je pense. Ouais, puis c'est une approche vraiment différente et rafraîchissante, je trouve, par rapport à effectivement ce qu'on voit avec cet inexplicable qui reste complètement inexpliqué et complètement abstrait pour nous autres pauvres humains qui ne pouvons pas accéder à ce type de compréhension. Donc là, d'ajouter un vernis scientifique, même s'il n'est pas totalement réaliste, c'est vachement intéressant. Ouais. Oui, puis ça permet en fait, ça permet pour les gens qui ont vraiment trop l'habitude des interprétations classiques de Cthulhu d'avoir le plaisir d'être à la fois chez eux et de redécouvrir les lieux. C'est vraiment ce plaisir de je vais tomber sur les grands classiques, mais je ne sais pas comment ils vont se présenter, je ne sais pas quelle forme ils vont prendre, et surtout je ne sais pas comment y répondre. Et avec des vraies raisons derrière, avec une cohérence qui va faire que de partie en partie, on va apercevoir quelque chose, on va avoir quelque chose qui se construit dans l'esprit du joueur. Hmm. On peut dire que c'est un jeu à secret quelque part ou pas Oui. jusque-là? Ouais, ouais, d'accord. Donc j'ai vu effectivement dans tout ce que vous avez commencé à préparer qu'il y a une densité énorme dans cette ville de Bath. C'est assez impressionnant. 12 ou 13 quartiers, je crois, qui sont ultra détaillés, peut-être pas loin de 200 personnages non joueurs, enfin des événements qui se déroulent, un vrai calendrier, enfin des gens qui se battent un petit peu dans l'ombre, tout ça. Euh, c'est, ça me rappelle un petit peu certaines aides de jeu, scénarios ou campagnes qu'on pouvait voir pour l'appel de Cthulhu il y a plusieurs dizaines d'années, avec des univers très fouillés comme ça, localement. C'est important pour vous de créer comme ça du lore, de faire carrément du world building pratiquement sur une zone dans laquelle on peut s'éclater et créer des Ouais. histoires. Nous, ce qu'on voulait absolument éviter, c'est cet écueil parfois où tu joues une partie de jeu de rôle et en fait, tu vas sentir que tu as fait un pas de côté et que tu pas tout à fait sur les rails du scénario parce que les PNJ que tu rencontres sont un tout petit peu moins travaillés. Tu Mhm. vois? Où tu arrives dans un endroit, la description de l'endroit, tu le sens que, c'est un tout petit peu plus flou, c'est un tout petit peu et donc en fait, tu as ce désagréable truc où tu devines de manière méta que, bah, non, bah, c'est pas là. Je vais revenir à la piste, initiale
Et en fait, ça, c'est un truc qui gâche le plaisir de jouer, je trouve, qui pète l'immersion. Un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, dans certains dessins animés quand on était gamin, mais même dans des grands dessins animés, dans Walt Disney, dans le livre de la jungle, il y a un personnage qui est là et qui est en train d'escalader un truc avec des pierres, et il y a une pierre qui a une couleur un peu différente des autres. Et au moment où il la touche, ça s'effondre et il tombe. Et ça, c'est vraiment toute petite. Moi, ça m'agaçait énormément dans les dessins animés parce que je me disais, mais j'avais pas les mots pour le dire, hein, et j'avais pas du tout la prétention d'un jour créer quoi que ce soit. Mais juste en tant que petite gamine qui regardait ça m'agaçait parce que je me disais, mais du coup, j'ai pas eu la surprise qui tombe, Mowgli, puisqu'elle était vert foncé, la pierre au milieu des pierres vert clair, quoi. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était, c'est le projet un peu fou d'en fait faire un énorme bac à sable où vous avez alors là, pour l'instant, oui, on a une paire de centaines de PNJ qui sont constitués, qui ont une description physique, un portrait, pas tous, mais on n'est pas loin, un background, des réseaux dans la ville, des rumeurs à propos d'eux, etc. Mais en fait, le projet complètement barge, c'est que tous les habitants presque soient, tu vois, soient développés comme ça. Alors, on n'y arrivera peut-être jamais, mais c'est ce vers quoi on tend parce que, c'est ce qu'on voudrait nous, c'est que, tu vois, tu fais ton scénario dans un quartier de Baf, parce que c'est un one shot dans ce quartier-là. Les personnages, partent sur une piste, qui est pas exactement celle que tu as prévue, mais ils ont aucune raison de s'en rendre compte parce qu'ils vont aller, manger à tel restaurant. Le restaurant, il existe, son patron, il existe, les gens qui vont entrer, la clientèle, elle est là et en fait, tu as une densité et tu as d'autres trucs à découvrir, en fait. Donc finalement, si tu pars sur autre chose, c'est pas grave et ça te pète pas ton scénario parce que il y a d'autres trucs là-bas, il y a d'autres mystères et peut-être même qui sont reliés à ton scénario de base en fait. Hmm. Peut-être pas, mais peut-être. Donc c'est ça, c'est pour ça que la densité pour nous, elle est super importante. Elle est signifiante et elle est aussi esthétique en fait. Quand Benjamin il disait, bah, évidemment, c'est pas des explications scientifiques puisque ça n'existe pas, mais le fait de donner cette espèce de densité d'explicable, d'essayer d'expliquer l'inexplicable, ben, ça donne la sensation d'être en présence de choses qui sont d'autant plus effrayantes qu'elles sont réelles, enfin dans le jeu, bien Hmm. sûr. Et esthétiquement, on a cité plein de films. Moi, j'ai toujours été subjuguée par l'introduction du Dracula de Coppola. Alors déjà la musique évidemment, Hmm. que j'écoute dans la voiture le matin quand je me rends au collège dans le brouillard, heu, qui me donne l'impression que ma journée va valoir la peine d'être vécue et non et voilà, cet aspect, il y a des racines profondes du mal, c'est dans l'histoire lointaine du pays, ça nous passionnait et donc en fait, Baf, on l'a développé dans les années 20, mais en fait, en réalité, tu parlais de la densité géographique, de notre monde, en effet, elle est fouillée et on a essayé aussi de le faire au niveau historique, en fait. Donc on Mhm. remonte jusqu'à la création même de Baf, l'arrivée des premiers colons, on a l'arbre généalogique de, tout ce qui s'est produit, le rapport entre nos personnages, nos PNJ et les procès de Salem qui sont historiques et c'est ça aussi qui nous amusait, c'était d'essayer de mixer un peu, nos créations et puis la vraie histoire. Donc on a plein comme ça de petits œufs de Pâques, on a plein de personnages qui surviennent et puis qui sont historiques. C'est un truc qui est arrivé très tôt dans la création du jeu. Il y avait ce côté effectif. En fait, c'est parti des indices écrits. Au tout début, on s'était dit, parce qu'en fait, ce qui nous embêtait, c'est toujours en fait le côté un peu point and click pour la grande campagne, hein, tu vois, où bon bah t'as un indice, il veut forcément dire quelque chose. Bon, alors on s'est dit, on va faire une masse documentaire. Hmm. Tu vois, on va faire, je sais pas, 100 faits divers. Et dans ces 100 faits divers, en fait, il y en a un seul qui est réellement important. Donc on a commencé à partir dans cet état d'esprit-là. Donc on a commencé à produire. Et en fait, ensuite, on s'est dit, ouais, mais en même temps, c'est frustrant tu vois, tu tires un fil et ça mène à rien. Donc finalement, on a fait notre base documentaire où tous les articles mènent à quelque chose. Et c'est juste que c'est emberlificoté comme ça. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer ce sentiment chez le joueur, effectivement, qu'il mène réellement une enquête. Hmm. Qu'il mène réellement une enquête, qu'il doit mettre en ordre, et donc forcément densité, et forcément essayer le plus possible de ne pas avoir ce côté
bon, bah là c'est pas terminé, tu vois. Si je peux, en tant que joueur, du coup, qui a joué à la grande campagne, moi, c'est vraiment cette densité qui m'a séduit et qui m'a poussé à participer au projet. C'est quelque chose qui est déjà un travail incroyable et ça donne, en fait, il y a vraiment l'effet bac à sable où on peut aller n'importe où, parler à n'importe qui, découvrir des secrets et on ne sait pas si on progresse. C'est, c'est vraiment formé. Et ce qui est génial, en fait, en tant que joueur, c'est que après, quand je joue à un autre scénario qui se passe à Basse, eh ben, je connais la ville. Je connais qui est le maire, je connais le chef de la police, je connais les journaux, je peux faire ce que je veux, en fait. Je suis chez moi. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ce qu'on a voulu dès l'origine, c'était faire en sorte, enfin, on voulait perdre les joueurs. En fait, on voulait perdre les joueurs, mais pas dans le but pas simplement dans le but de les torturer, même si c'était jamais très loin de nos désirs. Non, mais en fait, on voulait qu'il y ait plein de parcours possibles Hmm. différents. Et pour ça, en fait, on a été obligé d'adopter cette structure de l'iceberg où en fait le joueur peut explorer 10 ou 15% des options qui lui sont proposées pendant la semaine de jeu, mais avec nécessairement parce que bah, matériellement il est contraint par le temps, 80% de la chose qui est inexplorable. Et en fait, ça fait que le jeu est rejouable parce que les joueurs n'empruntent jamais les mêmes options pour parcourir le jeu. Et en fait, ça laisse soupçonner, et c'est ça que l'effet qui était très efficace, c'est que comme en fait les joueurs n'en voient qu'une partie, eh ben, ils ne cessent de soupçonner un monde encore plus vaste, encore plus tentaculaire. Et donc on voulait faire un jeu tentaculaire, à la différence de la manière dont on procédait auparavant en se disant comment est-ce qu'on fait pour que le joueur découvre telle ou telle chose ou telle ou telle chose, et ça, le problème, c'est que les joueurs ne le verront pas. Là, on s'est dit, mais en fait, c'est pas grave. Hmm. Il y a peu de chance, il y a peu de chance qu'il voit, je sais pas, comment le chef de la mafia irlandaise a véritablement accédé au pouvoir. Mais nous, on doit le savoir. Nous, on doit le savoir. Et il y a une chance que les joueurs le découvrent. Et s'ils le découvrent, c'est tant mieux. Et si ça n'existe pas, en fait, le joueur sentira que bien que ça n'existe pas, c'est là, ça existe. Et ça participe à créer un univers en fait oppressant, parce que tout est là, tout existe. Ben, ça conclut bien cette partie sur l'ambiance, cette densité, ce foisonnement, et puis cette sensation sans doute d'être un petit peu perdu et en même temps de vivre dans un monde tangible. Comment est-ce que comment est-ce que votre système vient soutenir cette ambition? Comment est-ce qu'il vient appuyer justement cette ambiance, cette immersion? Est-ce qu'il vous le définiriez comme plutôt simple, quelque chose de complexe mais sans être lourd? Est-ce qu'il favorise la narration, l'interprétation, le roleplay? Comment voilà, vous vous situez un petit peu par rapport à ce système? Bah, écoute, en tout cas, je vais te dire, c'est ce qu'on espère, que ça favorise la narration, l'immersion et le roleplay. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc le système, si tu veux, on l'espère, hein, c'est pareil, on l'espère simple. Le grand moteur de jeu, c'est la tension du personnage qui monte ou qui descend. Pour ça, il y a un trombone. Il y a un trombone qui va en gros de 0 à 20, c'est des valeurs numériques. Quand le personnage est trop tendu, il doit essayer de se maîtriser. Et s'il échoue à se maîtriser, dans ce cas-là, il pioche des cartes. Donc on a un système de cartes, des cartes perdre les pédales, qui lui prescrivent des actions à effectuer. Donc par exemple, vous devez hurler à plein poumon ou pleurer à chaudes larmes. Et plus le personnage accumule de points de folie, plus il est tendu, plus il a vu également de tentacules non euclidiennes, plus il peut péter des câbles, perdre les pédales de manière sévère. Donc ça, c'est le cœur du jeu. Et puis après, on a un système de résolution des actions qui consiste à séparer les échecs des réussites et à essayer d'accumuler un maximum de réussites. Un dernier point pour moi, c'est qu'en fait, on a voulu ce système simple. On a aussi un ensemble de règles. Qui permettent de modéliser avec un peu plus de finesse le système de jeu. Donc, par exemple des règles de sommeil, de perte de tension pendant le sommeil, des règles de réserve, de réserve qui permettent d'augmenter ponctuellement les chances de succès d'une action. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un système par soustraction, c'est-à-dire qu'il y a plein de règles, mais en fait,
elles ne sont pas toutes essentielles. Donc on peut jouer avec un système très simple si on en a envie. Et puis si on a envie de plus de finesse, si on est plus amoureux, comment dire, des mécaniques de jeu elles-mêmes, eh bien on peut le faire aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on a essayé de faire un truc qui, en fait, le système de jeu, il est arrivé dans un second temps. Il est arrivé au début, on jouait motorisé par le BRPG de Chaosium, l'appel de Cthulhu. Et en fait, on jouait sans le système, à vrai dire. En fait, on jouait, les joueurs incarnaient leurs personnages, choisissaient leurs actions, etc. Et le système était à côté. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que c'est quand même bien d'avoir un système qui nous semble aider cela. En fait, tu vois, t'as ce truc un peu de, on voudrait en fait réussir à un peu enlever le côté gestionnaire à la troisième personne du personnage, et en même temps en fait que tu peux pas avoir une adhésion complète entre le personnage et le joueur, bien évidemment, et c'est sans doute tant mieux vu ce qui se passe dans le jeu. Par contre, il faut que la gestion de ta feuille de personnage, de ta ressource, etc., elle t'incite à agir comme ton personnage agirait dans l'histoire. Et ça, tu vois, par exemple, un truc tout simple comme le point de vie, pour nous, c'est pas approprié. Parce que le point de vie, tu as cet effet, bon, tu peux toujours avoir des malus quand tu as à tant de points de vie, etc. Mais tu as cet effet de seuil. Alors que, tu vois, tu as la cheville foulée, c'est quelque chose que tu sens. Et on veut que ça se sente dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est des moyens de contribuer à faire monter la pression de la narration. L'attention, en fait, effectivement, t'as pas envie de perdre le contrôle de ton personnage. Bon, et en même temps, tu as aussi envie parce que ça part, ça éclate un peu, donc ça dédramatise le côté je perds. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là, comme on est sur un jeu qui est pessimiste, avec des personnages qui sont fragiles, confrontés à des forces obscures qui les dépassent, on a voulu un système qui retranscrivent ça et en même temps donne un plaisir au beau jeu je ne sais pas, oui, je vais incendier ce bâtiment parce que mon personnage pète les plombs. Et c'est pas grave, mon personnage va mourir carbonisé, mais ce sera un beau moment de jeu. Voilà. L'idée, c'est que le système, on puisse l'effacer le plus rapidement possible. En fait, les moments où tu n'en as pas besoin, tu peux l'effacer. Les moments où tu as besoin d'un support, tu peux le convoquer. C'est la raison pour laquelle on fait des séparations de réussite et d'échec plutôt que des additions, parce qu'en fait, la phase cognitive de 12 plus 7 plus 3, en fait, ça te recentre dans un autre truc que l'histoire. De la même manière, on joue beaucoup avec des débutants, on fait beaucoup d'initiations. Notre dé de référence, c'est le D6. C'est un dé qui est facilement identifiable. La séparation des réussites et des échecs, ça se fait extrêmement vite. Moi, je jouais un peu à Warhammer Battle. Tu vois, tu lances des brouettes de dés, tu sépares très très vite. Voilà, ça vient un peu de tout ça. Donc voilà, on espère que notre système aidera des meneuses, des meneurs, des joueuses, des joueurs à raconter des histoires et à vivre des moments de jeu intenses et cool. Et après, en fait, nous, voilà, effectivement, on veut proposer notre jeu. Après, tu vois, si tu veux le jouer de telle ou telle manière, nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas, fais ce que tu veux, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours intéressant de voir quelle est la philosophie des créateurs, des auteurs du jeu. Après, effectivement, on peut s'en emparer et faire autre chose, appliquer dessus un système générique. Mais en général, le système tel qu'il est créé et entrevu par les auteurs permet de détecter un petit peu ce qu'ils ont voulu instiller dans leur jeu, quel type d'ambiance eh bien, est censé s'en dégager, à quel type de joueur c'est destiné, plutôt des débutants, des gens très expérimentés, etc. Donc là, ce que vous me dites est vachement intéressant parce que enfin moi j'ai tendance à beaucoup jouer avec des systèmes génériques ultra simples qui s'appliquent à tout et permettent de s'éclater dans la narration, mais en même temps, des fois, on peut être un petit peu frustré parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les clés, par exemple, pour exprimer une gradation dans la terreur, enfin dans la peur puis la terreur, par exemple.
Là, si je comprends bien, il y a tout un système effectivement qui accompagne ceci et qui laisse derrière le joueur libre de s'éclater à interpréter son personnage tel qu'il est en train de perdre des pédales. Donc là, on a surtout parlé d'horreur cosmique, intangible, énorme, complètement au-delà des limites humaines. Est-ce que vous associez aussi un petit peu quelque chose de plus personnel, de plus viscéral? Mais en fait, pour tous les personnages importants de notre grande campagne qui sont incarnés par les joueurs au début, il y a des choses dans leur background qui sont un petit peu mystérieuses. Il y a quelqu'un de sa famille qui a disparu et il sait pas exactement dans quelles circonstances, il a cru vivre un truc, mais il en est pas certain. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de boire beaucoup à l'époque? Il sait plus trop. Et en fait, chacun comme ça a des choses dans son passé qui sont un petit peu, comme dans la vraie vie, hein, on a un peu des zones d'ombre, des trucs, on se rappelle plus trop ou quoi ou qu'est-ce. Et au fur et à mesure du scénario, y compris si ce n'est pas leur objectif primordial, parce qu'en fait, il y a peu de temps. Il y a peu de temps à l'intérieur des scénarios même de la grande campagne pour se préoccuper de soi-même et chercher soi-même à enquêter sur soi. Mais en fait, il n'y a pas besoin, parce que l'enquête sur la ville va révéler des choses où, d'un coup, oh, mais attends, cette date, c'est exactement la date où il s'est passé ça. Et en fait, là, le joueur pète un plomb parce qu'il se rend compte que, oh mon Dieu, mais en fait, ma vie personnelle est intimement liée à en fait, le destin collectif de la ville, et le destin collectif de la ville est intimement lié à l'horreur cosmique, en fait. Donc on superpose comme ça les niveaux et ça survient alors parfois ça survient au moment où le joueur est un peu en quête sur lui, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, arrive peu, hein. En fait, quand les joueurs font ça, ils le font plutôt entre les parties. Parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que comme on joue entre nous pendant une semaine et qu'on fait 6 à 8 heures de jeu par jour, bah, il reste du temps quand même. Hmm. Il reste quand même du temps. Et bon, et comme il y a des centaines d'articles à compulser pour essayer de craquer qu'est-ce qui se passe dans cette ville, bah, là, il y a des joueurs qui se sont amusés, en fait, sur leur temps libre à écrire des lettres et des lettres à leur femme, à leur maman, à leur papa, à leur maîtresse. Et on devait les lire, du coup, nous, le jeu, y réagir. Et voilà. À l'intérieur du scénario, il y a peu de temps pour soi, mais voilà, ça se présente comme ça se révèle comme ça. Et en fait, en revanche, ça, je vais peut-être laisser Nico parce que je le vois frétiller depuis tout à l'heure. Je me dis que c'est peut-être de ça que tu as envie de parler. On fait évoluer aussi la peur des personnages en fonction de ouais, voilà, c'était de ça dont tu voulais parler. C'est, en fonction de leur crainte initiale dans la vraie vie. Oui, alors il y a plein de trucs, effectivement, c'est extrêmement important pour nous de lier la petite histoire, on va dire, du personnage à la grande histoire. Et effectivement, il faut garder à l'esprit que le centre, ce sont les personnages. Les joueurs jouent des personnages pour ça, alors la grande campagne, effectivement, c'est un peu, on en parle beaucoup parce que c'est constitutif de ce qu'on a fait, mais on a des mécaniques de jeu qui ont pour objectif de favoriser cela. C'est-à-dire que n'importe quel maître du jeu, avec ce jeu-là, on veut lui donner les moyens de lier petite et grande histoire. Il y a pour cela plusieurs choses. Alors, juste une petite différence par rapport à Cult, qui est de l'ordre, on va dire, plus méta-jeu, on va dire, c'est que on fait quand même attention, on fait très attention, on va dire, à la sécurité émotionnelle des joueurs. Notamment, on ne convoque pas de violences sexuelles et sexistes. Hmm. En fait, pour le coup, c'est un truc qu'on a mis hors jeu. Parce que ça concerne trop de monde et qu'en fait, après, chacun fait ce qu'il veut à sa table, mais nous, en tant qu'auteur, on n'a pas voulu jouer, enfin, on n'a pas voulu créer un jeu qui incite à jouer avec ça. Par contre, les peurs, et justement le côté les peurs du personnage, son histoire, etc., on veut pouvoir jouer avec. Alors là-dessus, on a deux choses. Je vais commencer à parler de ça, ce sont des déclencheurs. Certains personnages vont avoir des déclencheurs, donc des triggers, quoi, en anglais, qui vont nécessiter des jeux de maîtrise. L'avantage de ça, c'est que déjà, on peut laisser le joueur choisir
le truc. Et en fait, c'est vraiment un feu vert pour le meneur de jeu de dire mon personnage, il supporte pas les araignées. Et en fait, ça veut dire en tant que joueur, j'ai envie de jouer avec des araignées. Et donc ça, en fait, c'est un moyen assez simple de gérer, on va dire, la peur intime du personnage. Et on a un deuxième système qu'on est encore en train de fignoler, mais qui est le système des révélations. En fait, l'idée, c'est que chaque personnage, il va avoir une ou des révélations. C'est des révélations, c'est ce que le personnage croit comme étant réel. On me juge sur mes vêtements, par exemple, je dis ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, c'est pas important. Pour le personnage, c'est vrai. Et en fait, cette révélation, elle va amener une petite règle propre au personnage, et elle va être amenée à évoluer. Elle va peut-être rajouter des cartes de perdre les pédales. Tu vois, en fait, on a deux modes de jeu. On a un mode de jeu où on met une grosse pioche de perdre les pédales au milieu de la table et tout le monde pioche dans le même deck. Et on a aussi un moyen, en fait, où chaque personnage, il va avoir son propre deck de cartes perdre les pédales. Et c'est une manière de constituer sa psychologie. Il y a toujours des cartes qu'il ne connaît pas dans son deck, mais il sait que quand il s'énerve, bah, il peut se mettre à insulter les personnes. Donc comme ça, on constitue la psychologie du personnage. On crée un effet d'anticipation parce que mon personnage, il a tendance à donner des coups de poing quand il s'énerve, quand il se maîtrise pas. Putain, on est avec le chef de la mafia. J'ai vraiment pas envie de devoir mettre une droite au chef de la mafia. Donc, et en fait, ça va avec les cartes, tu vois, avec cette idée de. Alors la question de est-ce que c'est des cartes ou pas, c'est du débat encore. Mais en tout cas, le système de révélation, il contribue comme ça à développer la psyché du personnage. Nous, ce qu'on veut, c'est permettre à un maître du jeu, effectivement, de construire des personnages qui sont épais psychologiquement pour pouvoir ensuite leur permettre d'évoluer. Et en fait, un monde construit, ça aide à ça aussi. C'est pas un carcan, mais c'est au contraire, bon, bah voilà, mon personnage, il a évolué dans tel milieu. Dans tel milieu, tiens, il a pu rencontrer telle ou telle personne. En fait, l'idée, c'est d'avoir des moyens pour étayer toutes les créations individuelles. Le but d'un monde construit, c'est pas d'étouffer les joueurs sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de lore en disant eh mais non, tu ne peux pas jouer cette détective parce qu'en 1913, on a eu cette réglementation interne à la ville. Non, ça, c'est pas intéressant. Par contre, donner des supports pour la création, ça nous intéresse. Et il y a aussi l'idée qu'on peut démembrer un peu la ville. Tu peux prendre un des personnages et le mettre ailleurs. Ça, c'est aussi un truc qui nous paraissait important. Bon, en tout cas, c'est astucieux et c'est vachement intéressant de densifier comme ça les personnages par ce biais. Benjamin, dis-moi, on parle beaucoup de peur, de créatures, de mythologie, de choses incompréhensibles pour les humains. Comment est-ce que on fait passer ça en images? Comment voilà, des créatures cosmiques, des peurs intangibles, ou au contraire des peurs des araignées, par exemple, ce genre de choses, des visages, enfin. Euh, comment tu fais passer tout ça, ces émotions? Du mieux possible. Non, pour moi, ma première mission quand je fais une illustration, c'est d'essayer de rester dans l'esprit de Nico, Marie et Damien. C'est d'être vraiment, pas simplement à suivre mon envie, mais d'être vraiment au service de leur vision. Donc le fait d'avoir joué une semaine avec eux aide évidemment beaucoup à avoir un certain sentiment de ce qu'est l'horreur pour eux. Généralement, j'essaye de pas avoir une approche qui est trop pulp, trop stéréotypée. Moi, ce que j'aime bien dans l'horreur, c'est quand elle implique un élément humain et qu'elle est pas toute seule. Quand quelque chose est horrifique et triste, par exemple, ou horrifique et dégoûtant, ou horrifique et je ne sais pas qui, et enrageant. Je trouve que ce mélange d'émotions quand il passe au travers d'un dessin, ça permet d'avoir une horreur qui est dense, qui a du sens.
J'ajoute juste, c'est marrant parce que ce que tu dis, on le voit dans la toile de toit juste derrière. Cthulhu représentait en train de dormir, alors qu'habituellement on le voit plutôt émergeant des Hmm. flots avec une multiplicité d'ailes et de tentacules. Là, donc, dans une position de repos, avec un élément humain en bas à droite, là on le voit, de l'homme confronté à la créature. C'est marrant, c'est une illustration assez parfaite de ce que tu essayes de faire, je trouve. On voit bien l'échelle, effectivement. On a un petit peu évoqué que le fait que les chants de Tindalo, c'était sans doute un jeu un petit peu tout public. Vous avez notamment pris attention à tout, euh, à, à ne pas vous engouffrer dans certains domaines de l'horreur, par exemple de la psychologie. On a vu que ça pouvait s'adresser à des débutants comme des gens plus expérimentés, des gens qui connaissaient le mythe déjà, ou plutôt des néophytes, des jeunes, des plus âgés. Euh, Est-ce que ça serait un jeu plutôt traditionnel dans son approche et son système, avec un maître de jeu qui supporte l'essentiel de la partie, ou est-ce qu'on est dans la mouvance actuelle où les responsabilités sont plus partagées, où les joueurs vont être plus acteurs dans le déroulement de la partie et même, pourquoi pas, dans la création de l'histoire? Ou est-ce que les deux sont possibles? Alors oui, voilà, c'est assez difficile de répondre à ta question parce qu'il y a notre sensibilité personnelle et notre façon de faire, et puis il y a la manière dont les gens s'approprient le scénario. Je pense qu'avec avec notre système de jeu, il est possible soit de partager les responsabilités de la narration, soit d'être dans un système plus traditionnel. Alors après, c'est vrai que nous, tu vois, enfin, on n'est pas non plus, on est hélas pas né de la, pas né de la dernière pluie, quoi. Donc on a appris à jouer au tournant des années 2000 ou un peu plus tard. Et ouais, enfin, on conçoit ça avec plutôt un meneur de jeu qui, pour le coup, vraiment mène la partie, euh, établit le cadre. Euh, Bon, moi je sais que j'ai souvent, enfin, on tombe par exemple souvent sur des joueurs qui aiment bien qui aiment bien le format tunnel, qui aiment bien qu'on leur raconte une histoire. Il faut être capable de satisfaire ces joueurs-là. On aime bien les joueurs enfin, pardon, on est souvent face à des joueurs aussi comment dire, qui comptent sur nous pour la résolution de l'action et les réactions du monde aux actions qu'ils entreprennent. Et on conçoit nos scénarios dans cet esprit-là, de toute façon. Mais je crois, hein, enfin, j'espère ne pas me tromper en le disant, je crois qu'en fait, les mécaniques, elles sont faites pour qu'on puisse jouer en partage narratif également. Un exemple, souvent j'ai des joueurs qui me disent ah non, mais là ce qu'il me dit, ça me rend fou. Ma tension augmente. Ma tension augmente, il faut que j'essaye de me maîtriser. Et je leur dis, bon, bah ok, maîtrisez-vous. Et ils échouent. Dans ce cas-là, ils perdent les pédales. Donc voilà, donc ça arrive. Ouais, on a des éléments de règles hein, qui sont destinés à aller un peu du côté du partage narratif, je pense au point de milieu et contact. En gros, en l'état, ça peut être amené à un peu évoluer d'ici la sortie du manuel, bien évidemment, mais on a cette idée que le personnage, il connaît forcément plus de monde que le joueur. Voilà, c'est un truc qu'on peut pas l'ignorer. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque personnage a un certain nombre de contacts et ressources. Et l'idée, c'est on ouvre la possibilité. C'est pas une loi d'airain, quoi, mais qu'un joueur puisse dire, bah voilà, je connais telle personne avec ce point de contact et ressources, je connais telle personne à tel endroit. Avec évidemment une petite pondération. Mm. Ça coûte plus de points de connaître quelqu'un qui peut ouvrir la morgue à 3 heures du matin que de connaître quelqu'un qui travaille à la morgue. Voilà. Là, tu peux partir sur un système de 1, 2 points. Enfin voilà. Donc en fait, et nous, au tout début du jeu, il y avait un côté très partage de cette responsabilité-là. Au tout début, on avait demandé à chaque joueur de créer un personnage à partir de qui il voulait jouer et de créer les pans de la ville qui y étaient associés. Ah, tu veux jouer un marin? Bah écoute, tu crées les docks de la ville. Voilà. Au début, on était parti dans cette idée-là.
Finalement, on a fait le boulot. Parce que en réalité, ce que ça demandait comme charge de travail, c'était difficile de demander ça à des joueurs en fait. Mhm. Surtout qu'ils n'imaginaient pas en arrivant que ça allait aller jusque là. Donc, Néanmoins, dans le world building, il y a plein d'éléments et qui sont aujourd'hui des éléments vraiment centraux de notre campagne et de notre lore, qui sont à l'origine des idées des joueurs. Mhm. Je pense par exemple à une sculpture dans la forêt de Torned au nord de la ville. L'aigle, bah, c'est à l'origine une idée de Florian. Voilà. Alors, ils nous ont donné en fait des éléments à partir desquels nous, on a pu tresser la toile de l'horreur, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut paraître un détail, mais dans les personnages centraux de la grande campagne, les personnages joueurs, la plupart sont des créations des joueurs de BAF 1, en fait. Le célèbre Dr Rizzo, sa création d'un de nos très très bons potes qui s'appelle Arnaud et qui a créé son personnage lui-même. On s'est permis des petits ajouts euh, pour compliquer un petit peu et dramatiser un petit peu son histoire. Mais voilà, Walter Schwartz, qui est également un des personnages centraux de la grande campagne, c'est une création d'un autre bon copain qui s'appelle Simon. Et il y a cet aspect super sympa que du coup, comme chaque année, c'est des potes différents qui incarnent ces personnages-là. Quand ils rencontrent le créateur, ça a un petit aspect mythique. C'est toi qui as créé Walter Schwartz, mais j'ai été Schwartz pendant une semaine. Et donc cet été, si j'ai bien suivi, vous allez jouer pour la 5e fois cette campagne, c'est ça? Mais c'est la même campagne où elle a un petit peu évolué avec des joueurs différents à chaque fois, c'est ça, hein? ça évolue toujours un peu parce qu'on rajoute des choses. Mais c'est la même campagne. Elle est un peu densifiée, un peu orfèvrée, quoi, d'année en année. Ok, Mais le fond reste le même. ok. Et avec donc de nouveaux joueurs à chaque fois qui découvrent, j'imagine, enfin des proches de vous, et à chaque fois vous êtes plongé dans cette semaine de jeu à peu près sur le même format que pendant le confinement en fait. C'est vraiment un moment privilégié en fait. Bah, au début, c'était des proches, et puis après, on a fini par, Il on n'y a en a fini par plus, hein. épuiser, Voilà, bah, C'est ça, ouais. c'est ça. par épuiser les stocks des copains qui voulaient poser une semaine de vacances en plein été pour s'enfermer dans un garage. Euh, donc, euh, donc, on a été obligé de recruter sur Internet. Et je crois que tu vois, par exemple, Olivier, que tu connais, est venu l'été dernier et s'est enfermé une semaine avec nous. Et on l'a recruté via Discord, par exemple. Juste un Oui, point. il m'a dit qu'il en était sorti traumatisé, hein. Mais tant mieux, tant mieux. C'est exactement ce qu'on cherche. Non, non, mais c'est simplement pour revenir sur oui, c'est la même campagne, mais tu vois, les personnages ont bougé. Il y a des arcs entiers qu'on a jetés à la poubelle parce qu'ils tenaient pas, ou alors ils tenaient maladroitement. Des innovations majeures qui sont venues la deuxième année, la troisième année. Et puis, on a eu tous les retours de nos joueurs passés qui nous ont montré que, je sais pas, tel ou tel pan, ça marchait pas trop. Tel ou tel autre pan. Au contraire, il fallait qu'on développe ça davantage. Puis nous, on s'est rendu compte des faiblesses de nos scénarios. Donc, c'est Mm. pas. Si vous voulez, enfin, si tu veux, c'était pas simplement entre Bath 1 et Mm. la suite un travail de peaufinage. Il y a eu des travaux de restructuration, de développement qui ont été massifs au début, en fait, parce que fatalement, on s'était trompé, et parce qu'on on a passé aussi beaucoup de temps à retravailler la campagne. Donc, enfin, voilà, donc il y a des pans qu'on a balayés, d'autres qu'on a fait sortir des limbes, même après la deuxième édition, quoi. Et- Oui, parce que, excuse-moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce que disait Damien quand il a dit qu'en effet, on a dû jeter à la poubelle des arcs entiers. Nous, ce qui nous tient vraiment énormément à cœur, c'est la cohérence de l'ensemble. Parce que y a rien qui... Alors moi, c'est à titre personnel, il y a rien qui m'agace plus que quand tu regardes un bon film d'horreur avec des très beaux effets esthétiques et avec des teasers qui sont là parce que waouh, cette apparition, elle est magnifique et tout. Et à la fin du film, tu fais, mais, mais attends, il y a pas, enfin, y a pas d'explication. Enfin, la facilité.
La Mm. facilité scénaristique, ça tue du coup tout le plaisir esthétique que tu as eu pendant 1 heure et demie. Et moi, je suis capable d'en rager, tu vois, pendant un quart d'heure en disant, mais ils ont pas le droit de faire ça, ils ont pas le droit, ça se fait pas et tout. Ils m'ont volé 1 heure et demie de ma vie pour que je regarde le truc et que je m'enthousiasme. Mais à la fin, je suis déçue parce qu'il n'y a pas de. Alors nous, du coup, c'est ça qu'on voulait absolument éviter. Tout doit Mm. être cohérent. Et dans la mesure où on crée tout géographiquement, historiquement, le destin individuel de centaines de personnages, en conciliant les idées, bah, déjà les idées de nous trois, plus les idées de plein de gens qui nous proposent des trucs parce que ça leur fait plaisir et que nous, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir, etc. Et il faut que tout soit hyper cohérent. Et je sais plus si c'est Nico ou Damien qui disait ça tout à l'heure, le joueur verra pas forcément Mm. la cohérence de l'ensemble, parce qu'il n'aura pas forcément en vrai pour débriefer entièrement l'entièreté de tout ce qui se passe, tout ce qu'il a vécu dans une semaine, ce qui se passait en même temps, ce qui explique ci, ce qui explique ça. Il faudrait débriefer pendant 24 heures. On l'a jamais fait. On a débriefé pendant des heures et des heures avec les joueurs à la fin, mais pas de là à expliquer tout, chaque détail. Mais ce qui est important pour nous, c'est que, hypothétiquement, on puisse le faire. Parce que parce que ça permet aux joueurs de le soupçonner Mm. et s'ils soupçonnent la cohérence de l'ensemble, ils vont avoir envie de résoudre les enquêtes qu'on leur propose et ils vont se dire en fait, ils vont pas être démobilisés dans le jeu alors que si ça sort de notre chapeau. Mm. Par ailleurs, j'ajoute un truc sur ce que tu viens de dire, Marie, c'est que ça a donné des moments, des moments d'inquiétude où tu vois, juste avant BAF 2, on se dit, oh là là, tout cet axe sur lequel on a bâti le troisième jour de jeu, en fait, il tient pas. Ah là là, c'est incohérent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard, on ne peut pas annuler. Ah! Et voilà, et puis ça donnait bon, bah, des nuits très courtes à essayer de réparer l'irréparable, quoi. Et à y parvenir finalement. Et oui, et oui, oui. Mais en tout cas, c'est clair que ça se ressent en tant que joueur, hein, quand en face de toi, tu as un MJ qui est très consistant, qui sait qu'il repose sur des bases solides, ou bien qu'il sait qu'il y a des fissures à droite, à gauche, ça se voit tout de suite. Et enfin, quand tu es un peu expérimenté, et l'expérience est très différente du coup. Euh, Là, actuellement, donc vous êtes dans, je sais pas comment on peut dire, la préparation, la finalisation, le peaufinage, le réorchestrage des chants de Tindalos pour un lancement de. Alors déjà, vous faites tout ça tout seul, vous n'avez pas de maison d'édition qui vous accompagne. Euh, et pour un lancement prévu d'un financement participatif au mois de septembre, après l'été, comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va se passer en septembre? Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Bah, on travaille. On écrit, on dessine, on met en page. Effectivement, c'est aussi un truc qui fait un peu notre identité, il y a un petit côté do it yourself. Voilà, on bosse dessus, on bosse dessus, on bosse dessus. L'idée, on a commencé à contacter, là a priori on est en négociation avec un imprimeur, enfin on avance un peu sur tous les chantiers à la fois. Et donc l'idée c'est qu'en septembre, on fera un financement participatif un peu long, a priori jusqu'à début novembre. Nous, notre but c'est en fait d'avoir le manuel presque terminé ou terminé, en fait, pour pouvoir gérer le maquettage, etc., avec le financement participatif et l'envoyer le plus vite possible à l'imprimeur. En fait, on ne veut pas faire un financement participatif qui sera livré dans 2 ans. On veut vraiment avoir cette capacité à fournir rapidement le fruit du travail au plus grand nombre possible, on l'espère. Et tu vois concrètement au quotidien comment ça se passe? Bah là, on a vu que lundi était férié, et on s'est dit, ah mon Dieu, on peut ne pas partir en week-end, se retrouver et faire de la mise en page. Et donc, et donc si tu veux là, en fait, bon, on a 4 postes différents, mais en fait, on est tous dans la même pièce. Et il y a la maquettiste, qui est gracieusement en train de s'occuper du gosse de Nico et Marie. Et voilà, et en fait voilà, donc on essaie de se retrouver aussi le plus souvent possible avec nos compétences différentes pour parvenir à sortir quelque chose de collectif, de commun et de cohérent.
Avec les réunions tous les lundis sur Discord, avec Paul qui travaille à distance sur l'informatique et la carte, Stéphane qui bosse aussi beaucoup, les déplacements en convention. En fait, c'est notre temps libre est devenu les chants de Tindalos. Ok, Donc, ouais. Ouais, j'ai l'impression, effectivement, quand on voit votre planning de convention, le temps que vous passez sur le Discord à recevoir, à discuter avec des gens, ce que vous produisez aussi sur Internet, sur YouTube, etc. Oui, plus eh bien, la constitution du livret, ça représente pas mal de temps, tout ça. C'est pour une petite équipe comme ça, chapeau. Donc, ce qu'on trouvera en septembre, en gros, c'est un livret avec le système de règles, le lore, le background de l'univers, et votre campagne, c'est ça? Il n'y aura pas la grande campagne. Il y aura en effet le lore, l'explication de la ville. Donc là, la présentation donc, des fameux 13 quartiers avec les lieux importants de la ville, des figures importantes de la ville. Et là, on a essayé d'embrasser un peu tout pour que les meugeux aient ce qu'ils veulent pour faire du bac à sable, quoi, l'économie, la politique, etc. Donc il y a ça, il y a en effet les règles. Il y aura quelques scénarios, évidemment les feuilles de personnages, les cartes perdre les pédales. Également quelques repères historiques du coup, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat pour un joueur qui connaît pas forcément très bien les années 20 de savoir comment s'orienter, quelles sont les différences. Donc voilà, on a fait quelques repères historiques comme ça qui nous semble important à maîtriser un tout petit peu sans avoir envie de faire un doctorat en histoire des États-Unis des années 20, mais, mais simplement pouvoir en cours de partie se dire ah au fait ça existe déjà l'électricité, ah mais oui bien sûr, enfin voilà quoi. Hmm. Et puis évidemment il y aura le bestiaire. Donc ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement et qui nous fait plaisir et qui fait, je crois, plaisir à Benjamin, parce qu'il aime bien dessiner des créatures horribles. Et donc voilà, il y aura, nous, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'en fait, dans Lovecraft, toutes les créatures terrifiantes sont évoquées. Et c'est aussi le plaisir du lecteur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le plaisir de l'indicible, quoi. Dans celui qui chuchotait dans les ténèbres que tu citais tout à l'heure, c'est un très bon exemple de c'est tout à la fin. Hmm. C'est une personne dont le lecteur ne sait pas si c'est un humain encore, si c'est un mort, si c'est un migo qui a pris un masque humain. Bref, quelqu'un est en train de susurrer des trucs qui sont rapportés au discours indirect libre. C'est pas il m'a dit deux points, ouvrez les guillemets, Hmm. nanana, c'est pas ça, c'est il m'a chuchoté des choses et je ne serais pas en mesure de vous les répéter tellement c'est terrifiant et rien que le fait de les écrire, ça me terrifie. Et alors ça, esthétiquement, c'est magnifique, mais du coup, il n'y a pas l'explication. Il n'y a jamais dans Lovecraft, bah oui, évidemment, Cthulhu, voilà. Et donc, nous, ce qu'on s'est amusé à faire, encore une fois, ce n'est pas visible pour le joueur, parce qu'on ne veut pas tuer ce plaisir-là Hmm. du mystère de l'indicible, mais nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on s'est amusé, en fait, à prendre toutes les créatures, enfin, toutes les créatures, beaucoup de créatures qui sont présentes dans Lovecraft, tout simplement, on a fabriqué un peu comme notre panthéon, en fait, quoi. On a essayé de faire en sorte que les liens entre chaque créature soient existants, verbalisés, logiques. Alors, Hmm. logique, dans une logique pas Hmm. forcément très euclidienne, n'est-ce pas? Mais logique. Il y a une cohérence cosmique, il y a une cohérence géographique, il y a une cohérence dans le temps, il y a une cohérence d'intention. Toutes les créatures n'ont pas les mêmes objectifs. Et ça, pour le coup, ce sera présent dans le manuel, illustré par Benjamin, avec l'idée que ben, si tes joueurs, c'est pas forcément les Hmm. pages à lire intégralement, si t'aimes jeu, c'est chouette. Hmm. Et juste un dernier mot, c'est qu'en fonction aussi des paliers, enfin de si le financement participatif est une réussite ou non, on aura aussi la carte de la ville à proposer aux joueurs. On pense à un artbook réalisé par Benjamin. Dans le livre, on a fait le pari aussi de ne pas passer par l'IA et donc d'avoir, alors je les ai pas comptés, mais peut-être en fait 250 illustrations originales d'auteurs. Je ne sais pas si Benjamin t'a fait le décompte, ne serait-ce que des portraits, mais je crois que ne serait-ce que les portraits, il y en a peut-être
750, je sais plus. Hmm. Non, un petit Ouais, peu. on est autour de ça pour les portraits. Je crois 138 au dernier décompte, mais ça va encore monter de toute façon. Ouais, c'est énorme en termes d'illustration et ça doit Mais être vachement difficile de renouveler un petit peu le genre parce qu'on a vu tellement d'illustrations de tout le mythe, de toutes ces créatures, y compris portées à l'écran d'ailleurs, pas toujours avec grand succès, que ouais, pour réussir à trouver ta place là-dedans, comment tu procèdes? Comme je disais, j'essaye de pas faire que de l'horreur stéréotypée. Le fait d'avoir un historique des créatures, d'avoir des principes biologiques derrière, des principes scientifiques, des intentions, ça permet de donner aussi des directions et des intensités aux illustrations qui font que voilà, vous allez voir quelque chose que vous reconnaissez, mais qui a son identité propre. Ouais, c'est important, ouais. Ouais, ouais, OK. Et aujourd'hui, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, de s'imprégner un petit peu de cet univers, de creuser un petit peu, et bien, peut-être un petit peu le début du système, d'avoir un petit aperçu de la fiche de personnage comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur votre site? Est-ce qu'il y a, Mm. des actual play? Est-ce que, bah, on peut vous trouver en convention? Vous êtes sur Twitch aussi, me semble-t-il, sur Discord. Donc comment on fait pour, creuser un petit peu tout ça? Mais comme tu le dis, il y a pas mal de choses. Sur notre site, il y a beaucoup de choses hein, qui sont en libre accès. Il y a un PDF sur les règles. Alors à prendre avec des pincettes parce enfin on l'a revu. En gros, c'est la version d'il y a un an et entre-temps, il y a des choses qu'on a décidé d'enlever parce qu'après l'avoir playtesté sur des centaines de joueurs en convention, bah, on s'est rendu compte que certaines choses étaient un peu complexes ou marchaient moins bien. Voilà. Donc on va le modifier, mais toujours est-il qu'il y a cette version existante qui est sur le site. Sur le site, il y a un petit jeu de pistes, un peu sur le style le livre dont vous êtes le héros, qui permet de faire une petite enquête qui vous emmène dans différents endroits de la ville et de rencontrer différentes personnes de la ville. Donc c'était un petit truc qu'on avait créé comme ça pour donner justement un petit avant-goût de ce que c'est que la ville de Bath. Et tu te promènes, enfin tu choisis ton profil parce que tu vas pas avoir les mêmes infos si tu es, plutôt scientifique, si tu es plutôt artiste, si tu es plutôt investigateur. Voilà. Tu es confronté à une petite enquête, puis voilà, tu choisis tes options, tu cliques, tu voyages. En général, à la fin, tu meurs, mais pas forcément. Il y a des gens qui craquent l'énigme et qui sont super contents. Et voilà, le but étant de visiter de manière un petit peu ludique tous les articles qu'on propose. Il y a aussi les feuilles de perso sur le site hein, qui sont là. Il y a aussi les cartes PLP, les fameuses cartes les pédales. Comme ça, elles sont. Enfin, on a déjà il y a déjà des meugeux qu'on a rencontrés en convention et qui étaient tout contents parce que ils nous envoient sur le Discord. Ah, demain je fais jouer tel scénario que vous m'avez fait découvrir en convention. C'est bon, j'ai imprimé mes feuilles de personnages, j'ai imprimé, découpé mes cartes PLP. Et on est tout fiers parce que le lendemain, on lui dit alors comment ça s'est passé? Ah bah trop bien et tout, donc ça nous fait plaisir. Sur le site, il y a aussi la carte. La carte, on peut voir la première version de la carte qui avait été faite au tout début à la main. C'était 4 énormes formats raisin où Nicolas avait dessiné une carte de la ville. Il y a la deuxième version qui est informatisée. Il y aura plus tard une troisième version parce que Paul est en train de travailler dessus d'arrache-pied. Il y a encore des petits trucs qui vont pas. Et donc la troisième version sera la bonne. Sur le site, il y a aussi des liens sur les différentes interviews qu'on a pu donner à différentes conventions. Et il y a aussi des liens vers les actual plays. Il y a les obscurolistes qui ont fait un super actual play, un super podcast sur le scénario Mal de mer. Il y a la Team Javras avec Richout qui a fait également un actual play sur notre scénario d'initiation qu'on aime bien utiliser en convention Springs Island. Voilà. Et puis la chaîne YouTube où il y a où il y a toutes les présentations de quartier par Nicolas qui sont mis sur YouTube. Les petits points de repère historiques qui sont faits par Damien sur notre chaîne Twitch, là, tous les mardis soirs, sont remis aussi sur le YouTube. ouais, il y aura aussi bientôt un actual play avec Time to Roll qui va sortir.
Et alors oui, le jeu de piste, les règles, en fait, les trucs qui sont sur le site, nous, dans notre philosophie, on a toujours voulu enfin, partager le plus possible ce qu'on avait. Par exemple, sur le jeu de piste, ça a été fait en juin de l'année dernière, donc ça a beaucoup évolué. Il y a des personnages qui ont changé, etc. Donc c'est vraiment une archive. On la laisse en ligne pour que les gens puissent s'amuser et jouer avec. Mais voilà, c'est daté, notamment pardon, en termes pour le coup, il y a un peu d'IA sur le jeu de piste parce qu'on n'avait pas encore lancé le travail sur les illustrations, c'était les tout débuts des IA génératives. Donc on va virer tout ça quand on aura abouti sur le truc. Et il y a un truc qui est assez important qu'on n'a pas dit sur le manuel, les contenus, c'est qu'on a pour beaucoup de personnages des pistes de scénario. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'approprier un scénario fait par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, on a essayé de mettre comme ça un peu partout des petites perles, des petits trucs, tu vois, où tu as 3-4 lignes, et on dit, bah voilà, tu peux faire un scénario là-dessus, c'est une piste de scénario. On a vraiment voulu avoir ce truc-là où quand tu ouvres le manuel, bah, tu as un personnage, déjà tu peux l'utiliser immédiatement, tu le mets dans la ville où tu veux. Et puis en fait, moi ce que j'ai toujours aimé dans les manuels de jeux de rôle, c'est le côté un peu exploration. Tu ouvres le truc et tu dis, ah tiens, j'ai envie de faire une histoire là-dessus. Tiens, ça me parle. Et après, peut-être que ton histoire, tu la feras même pas à BAF, parce que peut-être que tu es en train de faire une campagne qui est en train de se dérouler à Brest, tu vois, dans les années 50, mais tu as une idée qui est transposable, tu te dis ça peut marcher. Voilà aussi ce qu'on a voulu avoir dans le manuel. Ouais, pour ajouter un tout dernier mot là-dessus, c'est qu'en fait on s'est rendu compte, là ça fait un an que maintenant hein, qu'on fait le tour des conventions, enfin 11 mois, et on s'est rendu compte que les gens nous demandaient beaucoup de scénarios, de scénarios, de scénarios. Et on s'était jamais trop rendu compte de ça parce qu'en fait on a toujours aimé faire ça, on a toujours aimé fabriquer des scénarios. Et du coup on s'est dit mais en fait on aime ça, on a des idées, ben on va truffer le manuel de pistes de scénarios. Donc l'idée c'est vraiment que allez, toutes les 2 ou 4 pages, t'aies des pistes plus ou moins développées, voilà, avec un personnage, avec un lieu, avec une idée que tu peux déployer comme tu veux ensuite, quoi. On se dirige vers 548 pages de manuel. Ah oui. Euh, un dernier truc sur où nous retrouver, il y a quand même le Discord, où on peut notamment parler en direct, mais aussi organiser des jeux. Ça- Vous avez fait plusieurs parties à distance. Je pense que c'est quand même la meilleure façon de découvrir le jeu. Écoutez, je pense qu'on va bientôt arriver vers la fin de notre petite discussion extrêmement riche et dense comme les chants de Tindalos, hein. On n'a pas tout à fait discuté le temps de lire 548 pages, mais pas loin quand même. Est-ce que vous avez chacun un petit message à faire passer ou un recrutement de cultiste, peut-être, que sais-je? Voilà, ou un message ou un ajout, un complément peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit. Bon, oui, écoute, pourquoi pas. C'est juste pour dire que là, on sort le manuel de base. Ensuite, mais en fait, 548 pages, si tu veux, c'est parce que c'est le maximum qu'on peut trouver. Ensuite, on n'est pas dans les calibrages, mais en vérité, on a de quoi. Enfin, on a déjà prévu 2 autres manuels derrière, la grande campagne et une anthologie de scénarios plus courts, de one shot en fait, quoi. Parce que c'est ce qu'on veut proposer maintenant qu'on a le système de règles, les lores. Bah, ce vers quoi on veut aller maintenant, c'est proposer aux gens des scénarios. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, je voudrais bien que quelqu'un essaye. Enfin, j'ai perdu un petit morceau de mon âme. Si on pouvait le rapporter sur notre Discord, ça me rendrait service parce que pour les négociations avec Satan, ça serait plus simple. Alors, on est toujours preneur d'autres créatifs de tout genre d'ailleurs pour venir étendre et créer l'univers, hein. Que ce soit dessinateur ou autre, vidéaste, monteur, des gens qui ont envie d'écrire dans l'univers aussi. On est preneur, on accueille tout le monde. Si vous avez envie d'un cadre pour exprimer des idées horrifiques, on est là. Oui, bah, moi je vais juste faire un tout petit acte de justice parce qu'on a évoqué plein de gens qui ont bossé avec nous. On n'a pas parlé de Grégoire.
qui a écrit plusieurs scénarios qui marchent bien en convention et qui sont bien appréciés. Donc voilà, c'est juste ça, le petit mot de la fin. Bravo Grégoire, merci Grégoire. Que d'amour dans un cadre horrifique, c'est totalement déplacé. Bah écoutez, je Oui, vous mais c'est comme remercie. ça qu'on peut rompre l'amour ensuite. Enfin, il faut une base à détruire. C'est ça. Je vous remercie grandement tous les quatre et puis eh bien on se retrouve tout au long de l'année. On vous retrouve tout au long de l'année à diverses conventions. La prochaine, vous savez déjà? On fait une soirée à Malakoff le 7 juin avec nos copains de 27C qui proposent un jeu de rôle collaboratif pour le coup. Ils sont jeunes. C'est très très bien comme jeu. Et donc on fait ça à la Trésor. Donc c'est vendredi 7 juin. Et après, je pense que le gros morceau, c'est la Japan Expo. Au parc des expositions de Villepinte. On sera avec la Fédération française de jeux de rôle. Et sinon, on sera là à l'automne, un peu partout. À Senlis, on l'espère à Caen, à Octogone, aux Utopiales. Enfin bon, notre présence n'est pas encore confirmée partout, mais on va viser un maximum de présence autour du financement participatif, c'est-à-dire autour de l'automne. Merci Mans de nous avoir accueillis. Avec grand Ouais, merci, c'était plaisir. super sympa. Merci à tous les quatre et à tout bientôt. Salut! Merci. Salut, Salut. merci.